Donc, je me présente, je suis Véronique Bruno-Bayard, je travaille donc chez CMS Francis Lefebvre. Nous avons un bureau à Casa, mais moi je travaille à Paris, enfin plus exactement à Neuilly, où nous sommes historiquement implantés. Donc, je suis ravie de venir pour vous parler de l'évaluation des conseils, et parce que j'interviens plus particulièrement sur les sujets de gouvernance. Donc, je travaille au sein du département droit des sociétés, droit boursier, et je travaille notamment sur les sujets de gouvernance, de compliance, etc. Et donc, nous réalisons des évaluations du conseil, à la fois pour des sociétés françaises et également pour des sociétés étrangères. Alors, je voudrais que ce soit le plus utile et le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation à m'interrompre, à poser des questions, à faire part de vos expériences. Et je vais essayer aussi de faire quelque chose qui soit relativement pratique. Alors, j'ai une présentation, mais vraiment pour avoir une petite base, un petit fond d'écran. Mais j'ai essayé de m'en écarter le plus possible pour que ça soit relativement utile et pratique. Alors, je pense que tout le monde est convaincu que l'évaluation, alors qu'il s'agisse de l'auto-évaluation comme l'a présenté Lamia, ou une évaluation un petit peu plus structurée quand on parle de l'évaluation des conseils, tout le monde maintenant est convaincu qu'une évaluation donc périodique, régulière, si je puis dire, du conseil et des comités, c'est reconnu comme une bonne pratique de gouvernance. Alors, on recommande en général qu'il y ait quand même tous les ans une auto-évaluation, même si elle est légère, c'est-à-dire qu'au moins pendant une de ces réunions, le conseil s'interroge sur son fonctionnement, sa composition, etc. Alors, ça peut être de manière plus ou moins informelle, ça peut être un simple tour de table, ou ça peut être un petit peu plus structuré, notamment si ça a été une période, par exemple, où on a vu un nouvel actionnaire qui est arrivé dans la société, donc ça a pu entraîner un nouveau membre du conseil qui est arrivé au conseil d'administration, donc c'est l'occasion aussi de voir comment ce nouveau membre s'est intégré dans le conseil. Et puis, ça peut être aussi parce que la société a traversé une période exceptionnelle ou difficile, des résultats, par exemple, qui ont déçu. Et donc, ça a pu, si c'est une société cotée, avoir des incidences sur son cours de bourse. Et même si ce n'est pas une société cotée, ça a forcément eu une incidence au niveau des actionnaires, etc. Donc, dans ce cas, c'est encore plus utile, je dirais, d'avoir cette démarche, de se poser pendant un moment et de s'interroger pour savoir si le conseil est bien présent. Vous savez, le conseil, on dit souvent qu'en période de crise, il est très important parce que il doit montrer au management qu'il est derrière lui, qu'il le soutient. Et donc, c'est bien d'avoir cette réflexion, non seulement, je dirais, sur le fonctionnement et le rôle du conseil, quand ça va bien, mais aussi quand ça va un petit peu moins bien. Donc, un point annuel plus ou moins formalisé, c'est quand même assez souhaitable. Et ensuite, en ce qui concerne une évaluation véritablement approfondie, alors avec l'aide notamment d'un consultant externe, c'est relativement consommateur de temps. Donc, on ne va pas faire ça tous les ans, on le fait en général tous les 3 ans. Et puis parce que le but d'une évaluation, c'est aussi d'identifier ce qui va bien et puis d'identifier ce qui potentiellement pourrait s'améliorer. Et donc, il faut laisser quand même un petit peu de temps pour que certaines choses se mettent en place et que justement les axes d'amélioration ou les suggestions d'amélioration puissent se mettre en pratique. Donc généralement, l'évaluation, elle va porter sur plusieurs points. Tout d'abord, sur la composition du conseil, l'organisation véritablement du conseil, c'est-à-dire par exemple l'existence ou non d'un règlement intérieur, d'un code de déontologie, etc. Et enfin, le fonctionnement du conseil et des comités, pratiquement au quotidien, ou en tout cas régulièrement tout au long de l'année.
Alors, on s'interroge, hein, surtout quand vous avez une société qui fait un exercice d'évaluation pour la première fois, il y a toujours cette question de savoir quel bénéfice elle va tirer de cette évaluation. Bon, une évaluation avec un expert externe, ça a un coût financier. Et puis surtout, c'est vrai que c'est très mobilisateur de temps. Et aussi, c'est entrer quand même dans quelque chose qui est relativement stratégique. Hein, c'est le fonctionnement du conseil, avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont souvent des informations privilégiées, confidentielles, etc. Et pour lesquelles les sociétés sont quelquefois un petit peu réservées à avoir quelqu'un qui va pénétrer justement dans des discussions, dans des débats, dans des réflexions qui sont quand même relativement confidentielles, hein, surtout quand on va parler ou regarder la stratégie, etc. Alors, le plus, justement, de faire cette évaluation quand on est avocat, c'est que nous sommes soumis à des règles déontologiques très strictes, et notamment à la confidentialité. Donc c'est quelque chose qui rassure relativement nos clients, puisqu'ils savent que ce que l'on va entendre, nous ne le répéterons pas, nous le restituerons, mais de manière confidentielle et de manière anonyme, ce qui permet véritablement d'avoir quelque chose qui va aider la société à progresser. Hein. C'est pas du tout un jugement. Hein. On va pas déterminer quels sont les bons élèves et les mauvais élèves. C'est vraiment un exercice que l'on fait pour le conseil dans son ensemble et pour que le conseil progresse dans son ensemble. Donc, c'est vrai que quand on fait une évaluation, je dirais qu'on va plus en détail, et que vous avez quelqu'un qui est extérieur à la société, c'est plus facile de lui confier certaines choses. Parce que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas régulièrement, donc il n'y a pas cette, je dirais, cette gêne ou se poser la question sur ce qu'il va penser de vos réflexions, de vos remarques, si lui risque d'avoir un jugement complètement différent, etc. Quand vous avez quelqu'un d'extérieur, il va vous connaître, il va vous voir pendant quelques jours, pendant cette période d'évaluation, et puis c'est tout. Après, c'est pas quelqu'un que vous allez revoir régulièrement dans toutes les séances du conseil, etc. Donc c'est indéniable qu'une évaluation avec un intervenant extérieur, ça donne une beaucoup plus grande liberté de parole et ça permet de faire ressortir des choses, de mettre en évidence des choses qui ne ressortent pas d'une évaluation ou d'une auto-évaluation purement interne. Donc ça va vraiment permettre de faire le point sur les modalités de fonctionnement, de vérifier surtout que tous les points sont débattus, que les questions importantes sont véritablement débattues. On a fait une évaluation récemment d'une société qui est en pleine modification, si je puis dire, de sa stratégie. C'est-à-dire que avec Internet, vous avez des sociétés qui sont obligées de revoir complètement leur business model. Et donc, cette société doit vraiment muter de ce qui a été son business pendant les 40-50 dernières années. Elle a commencé un petit peu cette mutation, mais elle a vraiment besoin maintenant d'accélérer cette mutation si elle veut continuer à être prospère et continuer véritablement à exister. Et on a réalisé cette évaluation donc à la demande du président du comité des nominations, qui était véritablement inquiet sur la stratégie de la société, qui trouvait que le président ne mettait pas suffisamment, le PDG, président directeur général, ne mettait pas en œuvre suffisamment vite la stratégie qui était discutée, définie par le conseil d'administration. Il n'était pas convaincu également que ce PDG s'était entouré des bonnes personnes pour mettre en place la stratégie. Et donc, il y avait eu des discussions en conseil, c'était des discussions visiblement assez
assez, je dirais pas houleuse, mais en tout cas assez tendue entre le PDG et ses administrateurs, notamment les indépendants, mais les administrateurs, surtout indépendants, avaient l'impression que les choses ne bougeaient pas, n'avançaient pas, et ils étaient inquiets parce que c'était une société cotée, que le cours de bourse de la société était en train de diminuer, et puis ils étaient inquiets tout simplement pour la survie de la société. Donc c'est dans ce contexte que je suis intervenue pour faire cette mission, qui n'était pas une mission très facile. Et lorsque donc j'ai réalisé cette mission d'évaluation, ça a véritablement, le rapport que l'on a fait, a véritablement permis, parce que c'était écrit, parce qu'il y a eu un rapport là-dessus qui a été remis au PDG, que les administrateurs ont vu qu'ils partageaient tous la même vision, ça a véritablement permis de changer les choses. Et c'est-à-dire qu'on est passé, pour vous donner un exemple très concret, donc la stratégie était débattue lors des réunions du Conseil. Là, on est passé, donc, outre les débats qu'il peut y avoir à chaque réunion concernant la stratégie, il a été décidé d'instaurer trimestriellement une demi-journée consacrée exclusivement à la stratégie, avec véritablement des points pour mesurer comment cette société arrivait à changer de secteur d'activité pour véritablement s'assurer que la stratégie qui avait été définie, elle était mise en œuvre, elle était correctement mise en œuvre et que ça allait aussi suffisamment vite pour éviter que cette société, elle ne disparaisse, puisqu'on a quand même, notamment nous en France, eu un certain nombre de nos grandes sociétés qui ont disparu parce que, à un moment, la stratégie n'a pas été la bonne et qu'il y avait des virages essentiels qui n'ont pas été pris. Donc, pour vous dire qu'au-delà du Conseil lui-même, de s'assurer que le Conseil réalise bien sa mission, etc., l'auto-évaluation, parfois, ça peut être, je dirais pas vital, mais en tout cas, ça peut être véritablement quelque chose de très fort, de très important pour la société. Et passer par cette évaluation, ça permet véritablement de faire passer un certain nombre de messages plus facilement et en tout cas de manière très claire et inconditionnelle à l'ensemble du Conseil et aussi au président, qu'il soit PDG ou qu'il soit seulement président du Conseil. Alors, Lamia en a aussi un petit peu parlé. C'est vrai que l'évaluation, ça permet aussi de s'assurer de la contribution effective de chaque membre. Alors, en général, les administrateurs sont tous très bien élevés, donc ils ne nomment personne, mais ils vous décrivent l'administrateur dont ils peuvent remettre en cause la présence ou la contribution d'une manière tellement détaillée, je dirais, qu'il n'est pas possible de se tromper. Donc vous arrivez assez rapidement à identifier là où les personnes au sein du Conseil dont la présence soulève des interrogations. Alors, ça peut être quelqu'un, notamment, qui, finalement, est là depuis trop longtemps. Et on considère qu'il est là depuis tellement longtemps que, finalement, même si, à la base, c'est un administrateur indépendant, il a un petit peu perdu son indépendance. Vous savez, on considère en France, on considère qu'au bout de 12 ans, un administrateur n'est plus indépendant. Alors, quand on en discute avec les sociétés, elles nous disent « non, mais c'est vraiment n'importe quoi ». Quand il est là depuis 11 ans, il est indépendant. Et puis, alors, le jour où il passe les 12 ans, ça y est, il perd son indépendance, etc. Bon. Et en fait, on s'aperçoit en France qu'en général, un mandat d'administrateur, c'est 4 ans. Bon. Donc, 4 ans, vous voyez, 12 ans, ça fait 3 mandats d'administrateur. Et la vie d'une société, elle est longue. Je vous parlais de la stratégie, mais la stratégie, enfin une société, ça se pilote pas comme une voiture, un avion. Enfin, on fait pas des tournants, des virages brusques et trop rapides. Donc, vous avez des décisions importantes. Ça peut être des décisions d'acquisition, de cession, etc., ou justement d'orientation stratégique, qui se prennent sur plusieurs années.
Et puis quelquefois, c'est seulement au bout de 4-5 ans, ou même un petit peu plus longtemps, que l'on s'aperçoit que la décision qui a été prise à un moment donné, finalement, n'était pas la bonne décision. Et donc, ces 12 ans, on considère qu'au bout de 12 ans, il y a suffisamment, je dirais, ou énormément de décisions qui ont été prises et on a suffisamment de recul pour voir si ces décisions ont été les bonnes ou les mauvaises. Et si vous avez trop d'administrateurs qui sont là depuis longtemps, ce sont des administrateurs qui ont pris ces décisions, qui ont cautionné, si vous voulez, cette stratégie, qui ont cautionné ces acquisitions, ces cessions, etc. Et la crainte que l'on a, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas se déjuger. D'où ce critère des 12 ans. Alors, il faut bien mettre la barre quelque part, donc 12 ans, parce que je vous dis 3 mandats d'administrateur. Mais finalement, c'est autant pendant un certain temps, c'est vrai qu'on s'interrogeait un petit peu sur ce critère-là, mais maintenant je partage ce point de vue, et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut exclure ce membre du Conseil, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui risque, par certains égards, de perdre son indépendance. Et puis, quand on a des discussions sur l'indépendance des administrateurs, ce que l'on va vous dire, et ça, on le voit très nettement lors des évaluations de conseil, c'est que vous avez des administrateurs indépendants qui finalement ne jouent pas vraiment leur rôle d'indépendant, c'est-à-dire challenger le président, challenger les décisions, etc. Et certains disent, oui, mais parce qu'ils ont envie d'être renouvelés, ils ont envie de voir leur mandat renouvelé, et ils savent que si ils challengent trop le président, celui-ci ne les proposera pas au renouvellement, ou alors sera peut-être un soutien un petit peu moins actif pour ce renouvellement. Donc vous avez des administrateurs qualifiés d'indépendants qui sont parfois extrêmement peu actifs. Et puis au contraire, vous avez des administrateurs qui, eux, ne sont pas qualifiés d'indépendants. Alors soit c'est parce que c'est quelqu'un de la famille, ou soit parce que c'est un gros actionnaire, et qui en fait sont beaucoup plus indépendants que les indépendants. Alors je vais vous dire deux anecdotes, aussi bien dans une société où il y avait un gros actionnaire et qui donc n'est pas considéré comme indépendant et qui pourtant, quand on a fait l'évaluation, on s'est aperçu que c'était lui qui challengeait le plus le président, les décisions, etc. Pourquoi ? Parce que il était déjà c'est son argent qui est dans la société et que donc il a envie de voir que les résultats de la société sont plutôt positifs que négatifs. Donc il n'hésitait pas à challenger certaines décisions du président. Et puis aussi, en fait, lui il est là. C'est le représentant du plus gros actionnaire de la société, il sait qu'il ne va pas partir. Il est un petit peu, s'il part, ce sera quelqu'un d'autre, mais enfin, en tout cas, il sait que lui, il va toujours être présent, représenté au Conseil. Donc, il a justement, je dirais, ce recul, ou peut-être cette force, entre guillemets, de pouvoir s'exprimer librement par rapport au président. Et puis dans une autre société qui était une société familiale, on a eu aussi une discussion donc avec l'ensemble des administrateurs et puis avec le président, puisque quand vous faites l'auto-évaluation ou l'évaluation du conseil, vous interrogez évidemment le président. C'est un administrateur, au-delà d'être président, c'est un administrateur avant tout. Et donc, quand on parlait de la composition de son conseil, il y avait ces deux filles qui étaient au conseil. Et donc, je disais, puis bon, je disais vos deux filles, donc qui ne sont pas administratrices indépendantes, etc. Il me disait, en tout cas, je peux vous dire que s'il y en a deux qui ne se privent jamais de me dire ce qu'elles pensent et qui justement sont les deux les plus critiques, ce sont elles. Donc vous voyez, l'indépendance, c'est aussi à géométrie constante. Et justement, quand on fait l'évaluation et qu'on voit pour je dirais, déterminer un petit peu la contribution de chacun des administrateurs au Conseil, on s'aperçoit parfois qu'on a des administrateurs indépendants qui finalement jouent pas vraiment ce rôle d'indépendant. Et puis par contre, des administrateurs qui, eux, ne sont pas qualifiés d'indépendants et qui finalement sont ceux qui sont le plus actifs au sein du Conseil et qui font véritablement vivre le Conseil.
Donc ça fait partie des surprises, entre guillemets, que l'on peut avoir pendant l'évaluation. Alors, avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou... Oui ? Bonjour. Je m'appelle Sarah, je prépare le certificat d'administrateur indépendant. Une question très naïve, en fait deux. La première, c'est est-ce que c'est le profil type de l'avocat même qui fait l'évaluation en tant que, je veux dire, prestataire externe? Est-ce que c'est uniquement les avocats? Et deuxièmement, c'est comment, là, en l'occurrence, sur le cas que vous étiez, dont vous parliez de groupe familial, comment se fait l'évaluation? Je veux dire, est-ce que vous assistez au conseil? Ah, non. Concrètement. Alors, je dirais, ceux qui font des évaluations de conseil, hein. Historiquement, en tout cas, alors aux États-Unis, vous avez des avocats et des cabinets de chasseurs de tête qui font les évaluations. Et historiquement, en France, vous aviez justement un cabinet de chasseurs de tête implanté aux États-Unis, qui avait un bureau à Paris, qui avait, je vous parle de ça, il y a 10 ans, le quasi-monopole de l'évaluation des conseils en France. Bon. Et finalement, c'est en discutant avec des clients qui ont été, je dirais, un petit peu déçus de ces évaluations. Bon. Pourquoi ? Parce qu'un cabinet de chasseurs de tête, son vrai métier, hein, son cœur de métier, c'est quand même le recrutement. Bon. Et donc, pour lui, je dis pas ça vraiment, je porte pas de jugement, etc. Mais c'est vraiment, enfin en France, les discussions qu'on a, c'est complètement public, et c'est quelque chose maintenant qui est complètement acté. Et en fait, donc déjà, vous aviez des chasseurs de tête qui étaient entrés dans ce métier parce que quelquefois c'était eux qui avaient placé les administrateurs ou le président, etc. Hein, c'était à très très haut niveau. Bon, donc voilà, ils venaient pour faire une évaluation. Donc déjà, on a remis en cause leur indépendance à ce niveau-là, et on a doublement remis en cause leur indépendance parce que souvent, je vous dis, faire une évaluation, c'est regarder la composition du conseil. Et on identifiait justement que telle compétence manquait. Une compétence en marketing, financière, ou une compétence dans un nouveau pays. Vous voyez, en tout cas avec quelqu'un qui avait une expérience dans un certain pays, où la société allait s'engager. Et après l'évaluation, qui était en charge du recrutement de cet administrateur? Le fameux cabinet de chasseurs de tête. Donc déjà, ils ont été très challengés sur cette question des conflits d'intérêts. Et puis, vous avez vu en même temps arriver une nouvelle génération d'administrateurs qui, eux, avaient des expériences dans d'autres pays à l'étranger, hein, notamment dans des pays anglo-saxons, où les évaluations sont vraiment structurées. C'est-à-dire, vous avez une évaluation avec un questionnaire, un rapport, des axes de progrès, etc. Hein. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de très structuré, et c'est vraiment un outil dont le conseil va se servir. Bon. Et eux, quand ils ont vu les évaluations qui étaient faites par les chasseurs de tête, et je dirais par ce cabinet de chasseurs de tête, puisque c'est lui-même qui se vantait de faire pratiquement 90% des évaluations du conseil en France. Bon. Ils se sont dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc c'est comme ça qu'on a de nouveaux intervenants qui sont arrivés sur le marché. Et c'est vrai que le recrutement, c'est quelque chose qui est confidentiel. Enfin, bon. Plus ou moins, vous me direz, selon les recruteurs. Mais enfin bon, c'est théoriquement quelque chose qui doit rester confidentiel. Bon. Et ce qui inquiète justement les sociétés, c'est la confidentialité. Et c'est vrai que là, les avocats ont, je dirais, quelque chose pour vraiment rassurer les sociétés. Et on a fait l'évaluation aussi d'un groupe familial, justement, parce que, bon, au-delà, j'espère, de nos compétences, on était avocats. Et qu'elle savait, la personne qui était en charge de l'évaluation, savait que ce qu'elle nous dirait resterait confidentiel. Voilà. Après, pour répondre à votre question concernant les sociétés, je dirais, quelle que soit la structure de la société, ça ne change rien. Que ce soit un groupe familial, non familial, un groupe coté, non coté,
ça ne change pas. Du moment que la société, que le conseil, je dirais le conseil, a accepté de mettre en place une évaluation, qu'il est convaincu que l'évaluation c'est quelque chose de positif, hein, qu'on n'est pas là pour le juger et qu'on n'est pas là pour déterminer quels sont les bons et les mauvais élèves, du moment qu'on a un conseil qui joue le jeu, l'évaluation elle se passe très bien. Alors, on n'assiste pas aux séances du conseil, nous on demande à avoir accès je dirais à l'information la plus large possible. Donc si c'est possible, déjà s'il y a eu des auto-évaluations de réaliser aux résultats de l'auto-évaluation. On demande d'avoir accès au CIM, au règlement intérieur, au code de déontologie, etc., à tous ces documents internes au conseil. Et puis après, on va adresser un questionnaire, on va avoir des entretiens avec les administrateurs, etc. Voilà. Je voulais juste partager avec vous l'évolution réglementaire qu'il y a actuellement le Maroc, notamment au niveau du secteur financier. Oui. Donc on est déjà dans cette démarche d'évaluation du conseil d'administration. Donc il y a des circulaires qui sont fermes de la Banque éditées par la Banque centrale. Entre autres, qui sont des instructions qui prévoient des comités et une évaluation annuelle. Oui. Donc on a vu qu'il est strict sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc les choses sont claires, bien définies. Aussi bien à travers la nomination des administrateurs indépendants, avec les critères qui répondent aux critères d'indépendance, et également, Banque Paris va beaucoup plus loin en éditant et en proposant à ce que les comités émanant du conseil d'administration soient présidés par des indépendants. Oui. Pour donner plus de force et pour également avoir plus de clarté sur la bonne marche du conseil. Bien évidemment, ils impliquent davantage les commissaires aux comptes, les auditeurs externes, à travers des réunions avec les présidents, notamment le président du comité d'audit, en l'absence du manager. Oui. Donc, pour qu'il y ait une transparence, une remontée des difficultés que potentiellement peut connaître la vie courante de la société. Rajouter un point, c'est que de Banque Maghreb, en fait, au niveau de Banque Maghreb, on fait une évaluation du système bancaire. Les activités sont évaluées, sont notées, et cette note elle est communiquée à la banque, comme ça, concernant tout ce qui est gouvernance, la partie gouvernance. D'accord. Oui. Dans la pratique, justement pour une première fois, comment ça se passe? Est-ce qu'à l'occasion du conseil, on fait une présentation de comment on va faire une évaluation et on a l'adhésion ou l'accord du président du conseil tout de suite, on définit les étapes, etc., on les partage au conseil, ou alors on envoie un mail, enfin je veux juste savoir en termes de bonne pratique comment ça se passe pour une première fois. Alors, je réponds, puis après je passe la parole. Pour une première fois, la bonne pratique, c'est en général, vous avez. Alors, dans l'idéal, si vous avez un comité des nominations, c'est le président du comité des nominations qui va un peu piloter l'évaluation. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui va mettre ce point à l'ordre du jour du conseil. Donc après, le conseil va prendre la décision. Et c'est lui aussi qui va choisir le prestataire. Alors ça peut être, vous pouvez avoir, en général, il y a une shortlist. On est 3-4. Et puis après, on choisit, on fait une offre. On présente notre méthodologie, etc. Et puis on est choisi au niveau de ce que l'on a présenté. Quelquefois, on nous demande de venir présenter l'offre en comité ou en conseil. Et puis quelquefois, juste au vu de l'offre, on est sollicité. Donc en général, ça passe par le comité des nominations. Si vous n'avez pas de comité des nominations, en général, le conseil va désigner quelqu'un, une personne qui va être en charge de l'évaluation.
Et pour nous, je dirais, qui allons réaliser cette évaluation, c'est important d'avoir quelqu'un qui va être en charge de cette évaluation, qui va être un peu notre correspondant à l'intérieur du conseil et de la société, qui va faciliter justement aussi la prise de rendez-vous, etc. et qui va nous permettre d'avoir l'adhésion de l'ensemble des administrateurs à cette démarche. Alors, monsieur, et puis après, madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser les nuances entre l'évaluation des membres individuellement et l'évaluation du Conseil d'une manière globale? Parce que l'évaluation du Conseil n'est pas portée sur les travaux généraux, mais sur les organes du Conseil, y compris le secrétariat, la tenue, Oui, oui. et également l'évaluation des indépendants. C'est pareil. L'évaluation des membres individuellement, je crois qu'il ne peut être fait qu'individuellement avec le président, sans la présence. Je ne sais pas si c'est le cas. Deuxièmement, j'ai une deuxième question concernant les groupes qui sont les groupes surtout financiers, qui ont des filiales dont la composition des conseils est essentiellement constituée de hauts cadres qui représentent en quelque sorte la maison mère. C'est des filiales à 100%. Oui, ouais. Est-ce quelle est la pertinence d'une évaluation de membres qui sont... Oui. Alors, on a beaucoup de discussions concernant justement l'évaluation individuelle. Bon. On dit que le conseil, c'est un organe collégial qui prend des décisions de manière collégiale, donc qui fonctionne comme un organe unique, et le président, je dirais en tant que tel, il n'a pas beaucoup plus de pouvoir qu'un administrateur lambda, si ce n'est de représenter la société. Il faut bien que quelqu'un représente ce conseil, et si ce n'est aussi de présider les débats, etc. Donc on a beaucoup d'interrogations sur justement la pertinence d'évaluer individuellement les membres alors que le conseil il fonctionne de manière collégiale. Donc c'est pas cette évaluation. Alors évidemment les discussions que l'on a avec les administrateurs, elles sont juste l'administrateur et nous, enfin l'administrateur et moi. Il n'y a pas le président, il n'y a pas la personne qui est en charge de l'évaluation, etc. Puisque justement, je dirais l'intérêt d'une évaluation externe, c'est que vous avez quelqu'un qui est extérieur, donc qui ne risque pas de vous juger entre guillemets ou d'avoir un regard, vous voyez, bon. Donc, comment elle se fait l'évaluation individuelle? Elle se fait surtout par rapport, je dirais, on va regarder la pertinence d'avoir tel administrateur au sein du conseil, l'apport de tel administrateur au sein du conseil, etc. Vous voyez, tout ce genre de choses. Et c'est ce que je vous dis en général, je n'ai jamais vu... Pardon ? Est-ce qu'on n'évalue pas le profil, la compétence? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, on va évaluer déjà la pertinence. Bon. Un conseil, alors, il y a aussi, je vais vous dire ça aussi, un conseil, c'est vraiment une somme de compétences. Bon. C'est-à-dire que, évidemment, vous devez toujours, et vous avez toujours des financiers dans un conseil. C'est essentiel. Le conseil, il approuve les comptes, vous êtes obligé d'avoir des personnes qui ont des connaissances financières et comptables. Sinon, c'est un petit peu la catastrophe. Bon. Après, vous avez besoin aussi d'avoir des personnes qui connaissent le domaine d'activité, ou des domaines d'activité potentiels dans lesquels la société va être amenée à se développer. Voyez, lorsque vous avez une société qui va se développer dans le digital, souvent elle va faire venir quelqu'un dans son conseil qui a une expérience du digital. Une société qui va aussi se développer à l'international, par exemple en Asie, elle va faire venir dans son conseil quelqu'un qui a cette expérience de l'Asie.
ou une société qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est indispensable d'avoir aussi dans son conseil des personnes qui ont cette expérience du marché américain. Maintenant, vous allez aussi avoir besoin de compétences qui sont moins évidentes, si je puis dire. Si vous êtes une société qui a son... Imaginez, vous êtes une société cotée, vous avez votre cours de bourse qui est très chahuté. C'est-à-dire que vous avez votre cours de bourse qui descend, qui descend, qui descend. Et bien vous allez avoir besoin, peut-être à un moment, d'avoir quelqu'un qui a des compétences en communication et en communication financière. Donc ce n'est pas forcément la première compétence que vous auriez recrutée dans votre conseil, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est une compétence dont vous avez besoin. Et donc, vous allez faire venir quelqu'un qui a cette compétence particulière. Donc voilà. Donc si vous voulez, quand vous faites l'évaluation du conseil, c'est vrai hein, que parfois, pour certains administrateurs, c'est plus difficile que pour d'autres de mesurer leur contribution. Parce que, vous avez... Et puis aussi, ça dépend de la personnalité des administrateurs. Quand vous faites une évaluation, vous vous apercevez qu'il y en a qui parlent à chaque séance du conseil, qui quelquefois même parlent trop. Bon. Et puis vous en avez d'autres, on va dire, ah ben oui, mais lui, on l'entend jamais. Bon. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Mais quelquefois, on vous dit aussi, c'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup, mais toutes les questions qu'il pose sont très pertinentes. Vous voyez, donc c'est vrai que l'évaluation des membres, alors là pour le coup, vous n'avez pas un questionnaire préétabli et vous cochez pas les cases. C'est vraiment en discutant avec les administrateurs, et quand on discute avec les administrateurs, avant de faire l'évaluation, donc on dit voilà, il faut prévoir à peu près 1 heure, 1h30. Ils vous disent oh là là, mais c'est beaucoup trop long. Enfin bon. En fait, je n'ai jamais rencontré un administrateur où ça a été plus court que ce que j'avais anticipé. Donc, c'est-à-dire qu'en général, si je dis ça va être 1 heure, 1h30, ça va durer même plus que ça. Parce que finalement, ils sont très heureux de parler. Alors, passé, je dirais, le premier moment où ils disent « Oh là là, il y a ça, ça va me faire perdre du temps » ou ça sert à rien » ou « Je vois pas pourquoi on fait ça ». En fait, déjà, quand ils ont commencé à rentrer dans la démarche, ils ont vu que c'était un exercice véritablement utile. Et du coup, donc, les discussions, elles sont quand même relativement longues et approfondies. Bon. Et puis vous avez, je vais y revenir, mais vous avez la base d'un questionnaire, si vous voulez. Donc ça aussi, ça permet quand même, à l'avance, de déterminer un certain nombre de points, et ça fait ressortir aussi tout de suite certaines choses. Tout de suite. Bon. Et après, concernant, je vous dis, l'évaluation individualisée ou individuelle des administrateurs, c'est vraiment, alors ça peut, vous avez certaines pistes, je dirais, qui ressortent des questionnaires, mais c'est véritablement pendant les discussions avec les administrateurs que vous allez vous apercevoir si chacun contribue effectivement au bon fonctionnement du conseil ou s'il y en a qui sont quand même relativement challengés. Et d'ailleurs, quand vous faites une évaluation, souvent, les administrateurs qui sont challengés par les autres, au conseil, à la nomination suivante, ils ne sont pas proposés. Alors, après, concernant votre question sur les groupes de sociétés, oui, je dirais, vous ne pouvez pas du tout, déjà parce que si vous avez un conseil, d'une filiale à 100%, vous n'allez pas du tout avoir une évaluation qui va être de la même nature que dans un autre groupe de sociétés. Mais ça peut quand même être toujours utile parce que de vérifier que, donc, ça va peut-être être moins poussé, moins approfondi, mais ça va quand même être un exercice qui est toujours utile de vérifier que votre conseil il fonctionne correctement. Et que justement, parce que vous êtes une filiale à 100%, vous avez un conseil qui joue véritablement son rôle. Et qui n'est pas juste un endroit où on entérine les décisions, on approuve les comptes en 5 minutes, etc. Donc, c'est pas inutile non plus. Ce sera forcément pas le même type d'évaluation, mais pas forcément inutile. Quand on parle d'évaluation individuelle, c'est d'un cabinet externe. Est-ce que
de chaque membre. Alors non, c'est, si vous voulez, l'évaluation individuelle, elle entre dans le cadre de l'évaluation globale du Conseil. Si vous voulez, une des composantes de l'évaluation du Conseil, c'est d'évaluer aussi individuellement la contribution de chaque membre aux travaux du Conseil. Mais quand on parle d'auto-évaluation d'un membre, quand il a son questionnaire et qu'il répond. Oui. Alors, quand il a son questionnaire et qu'il répond, tout dépend dans quel cadre vous êtes. Vous pouvez être dans le cadre d'une auto-évaluation, vous avez votre questionnaire et vous répondez. Bon. Dans le cadre d'une évaluation, vous avez aussi votre questionnaire et vous répondez. Bon. On ne vous demande pas de répondre sur vous, en général. On vous demande, on va vous demander de manière indirecte, si vous voulez, quelle est votre contribution aux travaux du Conseil. Voilà. On ne vous demande pas de vous noter. Pour les deux éléments, l'auto-évaluation et l'évaluation. Oui, enfin, si vous voulez, mais oui, oui. C'est peut-être deux démarches différentes. Enfin, c'est pas. L'évaluation ne se fait pas en même temps que. Non, mais là, ce que dit Madame, c'est, je pense, l'auto-évaluation du membre, voilà, de sa participation au Conseil. Quand vous remplissez le questionnaire, évidemment, on vous demande si vous considérez que votre contribution est suffisante aux travaux du Conseil, etc. Donc après, mais je dirais, c'est vraiment avec les discussions que ça ressort beaucoup plus, pour le coup, que dans le questionnaire, ce point-là. À travers l'analyse des PV des réunions. Alors, à travers l'analyse des PV des réunions, ce que vous pouvez voir. Même les membres, pour chaque membre. Bon, alors, tout dépend aussi. L'intervention de chaque membre du Conseil. Ça dépend. Ça dépend des PV. Ça dépend des PV. Ça dépend des sociétés. On demande d'avoir accès. Alors, on demande d'avoir accès au PV. Bon. Il faut savoir qu'un PV de conseil, il varie énormément d'une société à l'autre. Donc, vous avez des sociétés où les PV sont très détaillés, d'accord ? Et vous avez des sociétés où les PV sont très peu détaillés. Le Conseil a pris la décision. Voilà. Sans voter. Bon. Ce que l'on recommande, donc nous, par contre, aussi, je dirais, le plus, entre guillemets, d'un cabinet d'avocats, c'est qu'on est quand même des praticiens du droit. Donc, si on voit un PV, justement, où on dit le conseil, etc., on va recommander de rédiger autrement le PV du conseil. Ça va faire partie, si vous voulez, de nos recommandations à nous, dans le rapport que l'on va faire sur l'évaluation du conseil. Oui, allez-y. Permettez, donc, dans la pratique actuelle, donc c'est pas le cas. Parce que vous le savez très bien, donc, les présidents des comités donc, émanants du Conseil, aussi bien comité d'audit, comité risque, nomination, rémunération, ils ont l'obligation de restituer, les présidents de ces comités, Oui. ils ont l'obligation de restituer au Conseil. C'est là où j'ouvre une petite parenthèse. Donc, les cabinets d'évaluation seront mandatés. Certes, c'est le président du comité de nomination qui fait la proposition, mais la décision revient. Ah, bien sûr, Parce oui. qu'à travers la restitution que remonte le président du comité de nomination, le Conseil va statuer sur et valide donc la décision du comité. Ça, c'est la première chose. Donc, automatiquement et systématiquement dans les PV, donc, il faut qu'il y ait la restitution donc, des différents comités à travers donc, les présidents qui font donc, une présentation certes succincte, mais qui relate donc, les points forts, les points saillants, donc, qui seront donc, Je suis d'accord, oui. Du Conseil. Alors, ça, c'est dans un monde idéal. Je vais vous dire... Non, mais attendez. C'est un monde idéal parce que justement, lorsque j'ai fait des évaluations, et notamment, je me souviens d'une société, donc j'ai demandé, ça fait partie des questions, de dire, est-ce que vous pensez, que justement, vous pouvez, vous, en tant que membre, qui n'est pas membre du comité d'audit, qui n'est pas membre du comité des nominations rémunération, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment informé pour prendre vos décisions ? Alors là, il y a eu des moments de flottement, et en fait, je me suis aperçue que les restitutions des comités, elles avaient lieu à la fin,
Et alors, comme c'était un conseil où vous aviez des administrateurs qui habitent en province, il y en avait qui partaient avant la fin du conseil parce qu'il fallait qu'ils prennent leur train. Et donc en fait, ça se faisait, je dirais, dans le dernier quart d'heure, en fait. Il n'y avait aucun rapport écrit qui était fait par les présidents des comités, d'accord ? Et donc, le président des différents comités prenait la parole quelques minutes, et puis tout le monde disait oui, d'accord, etc. Et en fait, les administrateurs n'avaient pas pris conscience à quel point ils n'étaient pas du tout informés, qui déléguaient complètement au comité le choix des décisions. C'est frappant, mais ce n'est pas... Je me demande mal comment un conseil d'administration qui va arrêter les comptes et parce que... laisse la restitution de ces comités en fin de parcours. Je ne peux pas arrêter. Ah mais je suis tout à fait d'accord. J'entends parler Oui. de la restitution des comités. Et après l'évaluation... Après cette évaluation, ça a changé. Il a été entendu que le rapport des différents présidents se ferait en début de séance. Mais voyez, c'était pourtant une société où vous aviez des administrateurs qui siégeaient dans des sociétés cotées, etc. Donc je veux dire, c'était pas une toute petite PME. Bon, ils n'avaient pas pris conscience de ça. Donc vous voyez, pour vous dire que l'évaluation, ça, vraiment, à chaque fois, vous avez des surprises. Et qu'en est-il pour les conflits d'intérêts? Comment vous évaluez donc les conflits d'intérêts? Alors, non, ce qu'on regarde nous, et là, c'est je dirais, plus le rôle du juriste que plus notre rôle en tant que praticien du droit, c'est déjà de vérifier qu'il existe une procédure de gestion des conflits d'intérêts. Et pour nous, une procédure correcte de gestion des conflits d'intérêts, c'est déjà qu'un administrateur qui est potentiellement en conflit d'intérêts sache auprès de qui il peut s'adresser. S'il a une question, justement, s'il s'interroge. C'est-à-dire, par exemple, avant d'accepter un autre mandat. Je pense que ça ne viendrait pas à l'idée d'un administrateur d'accepter un mandat dans une société concurrente. Mais si c'est, par exemple, pour un client important de la société. Vous voyez ? Bon. Donc ça, premièrement. Et puis après, gérer correctement les conflits d'intérêts, c'est ne pas prendre, pas non seulement s'abstenir de voter, mais ne pas prendre part aux discussions concernant le point qui est susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts. Parce que sinon, même si vous ne prenez pas part au vote, vous pouvez entendre des informations, et je dirais pas forcément parce que l'administrateur est de mauvaise foi, mais c'est très difficile. Vous avez entendu des informations, et après vous n'allez pas vous en servir. Vous voyez, même si vous le... Bon... Et vous aviez parlé, je notais deux choses, vous aviez parlé tout à l'heure des réunions d'administrateurs indépendants. On en parle de plus en plus, et ça, c'est, je dirais, une bonne pratique, c'est d'avoir justement au moins une fois par an une réunion uniquement entre administrateurs indépendants. Alors en dehors, bien sûr, du management, de tout administrateur, etc. Parce que ça permet aux administrateurs de discuter, si je puis dire, en toute confidentialité. Et ça peut être une anecdote, mais en faisant une évaluation, il est ressorti que les administrateurs disaient, on a un conseil d'administration souvent qui commence à 14h et qui se finit vers 18h. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi ça ne commencerait pas à midi et pourquoi on ne déjeunerait pas tous ensemble avant. Bon. Alors, vous dites, si vous regardez pas plus loin, vous dites, les administrateurs, ils ont envie de déjeuner ensemble. Bon. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que quand vous déjeunez ensemble, vous n'avez pas du tout les mêmes discussions, les mêmes rapports. Vous avez des conversations beaucoup plus informelles qui vont forcément se créer, émerger, etc. Bon. Et finalement, ces réunions informelles, si je puis dire, elles sont très importantes. Parce que lorsqu'il y a un problème dans la société, c'est beaucoup plus facile de pouvoir prendre son téléphone et d'appeler un administrateur avec lequel vous avez déjà échangé
Alors, ça peut être sur une exposition, une pièce de théâtre, un film, ou vos enfants, ou je ne sais pas. Que quelqu'un que vous voyez uniquement 4 heures dans un cadre très formel, très structuré, de séance du conseil, où les 5 minutes avant, tout le monde se dit bonjour, et les 5 minutes après, tout le monde est pressé de partir. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande aussi d'avoir ces moments informaux et un peu conviviaux. Parce que lorsqu'il y a besoin, c'est essentiel, justement, et ça va vraiment faciliter le dialogue entre les administrateurs. Oui. Ce que vous venez d'évoquer est très important parce que ça dépend de l'environnement culturel et social. Un conseil en Maroc n'est pas un conseil en Europe, il n'est pas en Europe du Nord, il n'est pas Bien sûr. en Afrique. Bien sûr. Et effectivement, il y a certaines pratiques où le président, il se réunit en aparté avant la réunion pour régler certains points qui risquent qui risquent d'être conflictuels. Ah, ça arrive partout. Hein. Ça, c'est une démarche qu'on a vue. Au lieu de poser la problématique d'une manière sans savoir comment ça va se résoudre, il essaie de régler les problématiques avant la réunion formelle. Ouais, alors ça arrive partout. Une deuxième question. Oui, pardon. Pour la réunion entre les administrateurs indépendants, concrètement, est-ce qu'il doit être formalisé? Est-ce que c'est le secrétaire du conseil qui doit assister pour formaliser, ou bien... Alors, c'est donc la réunion, après je reviendrai sur votre point, la réunion des administrateurs indépendants, c'est pas une réunion du conseil. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un PV, vous n'avez pas besoin d'avoir un secrétaire du conseil, etc. Je dirais, dans les pays anglo-saxons, c'est très répandu. Vous savez, dans les pays anglo-saxons, on n'a pas la même définition d'indépendant et non indépendant. En fait, on parle d'exécutif et de non-exécutif. Et donc, les réunions où on n'a que des administrateurs indépendants, on appelle ça les executive sessions. En fait, ce serait plutôt des non-executive sessions, mais enfin bon, ça s'appelle comme ça. Et donc, ces fameuses executive sessions, ce sont des réunions d'administrateurs purement indépendants. Donc, c'est très institutionnalisé dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux États-Unis, et ça a lieu au moins une fois par an, etc. On a vu vraiment maintenant que c'est quelque chose qui se structure véritablement en France. Et vous avez souvent, au moins une fois par an, ces fameuses réunions d'administrateurs indépendants, mais qui sont, je dirais, relativement informelles. Donc vous n'avez pas besoin d'un PV, il n'y a pas besoin d'avoir un secrétaire du conseil, etc. Et alors, dans les pays anglo-saxons, vous avez ce qu'on appelle le Lead Independent Director, qui est un administrateur indépendant, mais qui a un rôle un peu particulier. C'est-à-dire que c'est le chef des administrateurs indépendants. Et donc, si les administrateurs indépendants, par exemple, ont quelque chose à dire au président, c'est lui qui va s'en charger. Et c'est lui aussi qui va convoquer ces sessions, etc. Dans les faits, ça se fait, je dirais, de manière très informelle, etc. Et c'est souvent après une séance du conseil que les administrateurs indépendants vont décider de rester, entre eux, pendant une demi-heure, 1 heure de plus, pour discuter d'un certain nombre de sujets. Alors, concernant le président qui règle avant le conseil des points en aparté, bon, ça, je dirais, ça se fait partout. Bon. Et quelquefois, ça va être auprès d'un actionnaire important, enfin bon, etc. Ça lui arrive aussi de le faire de manière informelle. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait le président du conseil d'une grande banque française qui disait, parce qu'on parle beaucoup de l'indépendance des administrateurs et tout ça, et il disait, bon, d'accord, c'est bien, on nomme des administrateurs indépendants. Il dit, mais moi, je vais vous dire, si de n'importe quel administrateur, indépendant ou non indépendant, je n'arrive pas à en faire mon meilleur copain au bout de 3 mois, c'est que je suis un vrai imbécile. Voilà. Donc, voilà, et quand vous faites des évaluations, vous vous en apercevez aussi. Alors, il y a 2 choses, parce que
Il y a une société, je me souviens, il y a un président qui me disait, ah ben moi, souvent, voilà, je dîne avec un tel, parce que lui, il est en province, donc il arrive souvent, il faisait souvent leur conseil le matin. Donc il dit, mais il est en province, donc il vient souvent la veille, donc il est tout seul, et puis, je sais pas, je crois que c'était une période justement où ses enfants étaient à l'étranger, et puis sa femme, je ne sais pas où, enfin il disait, il est seul à Paris, il dit souvent moi aussi, donc on en profite pour dîner ensemble, etc. Bon. Il y avait deux choses, c'est que, invisiblement, ils avaient développé des relations amicales. Bon, et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Enfin, forcément, vous allez au sein d'un conseil développer des relations plus amicales avec certains membres par rapport à d'autres. Et deuxièmement, c'était un président, un PDG qui traversait une période qui n'était pas facile pour sa société. Et cet administrateur en question, qui était lui-même PDG, traversait aussi une période pas facile dans sa société. Et je pense qu'au-delà des liens amicaux qu'ils avaient pu développer, ils avaient des sujets en commun. Et ils avaient besoin certainement de discuter, etc. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne pouvez pas empêcher des apartés entre administrateurs et entre président et administrateur. C'est pas une mauvaise chose. Pardon? C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Non. C'est pas une mauvaise chose. Je sais que vous aviez une question tout à l'heure, excusez-moi. Merci. Au sein du conseil d'administration, qui est le mieux placé pour décréter, de mener une démarche d'auto-évaluation ou bien d'évaluation du conseil? Est-ce que c'est le président du conseil lui-même ou bien l'administrateur indépendant s'il y en a au sein du conseil? Et par rapport à ça, vous avez dit tout à l'heure que c'est la tâche qui est confiée au comité de nomination. Quand il existe un comité de gouvernance. Oui, c'est pareil. Oui, ça peut être le comité de gouvernance, c'est vrai, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça peut être, bon, j'ai le comité de nomination, mais ça peut être aussi le comité de gouvernance, ça peut être aussi le secrétaire du conseil, qui est en charge de l'évaluation, enfin, qui va être la personne en charge, si vous voulez, de l'évaluation. Oui, ça va varier selon les sociétés. Alors, c'est pas lui qui va décréter. C'est-à-dire que le conseil va décider dans son ensemble de réaliser une mission d'évaluation et ça, il va déléguer au secrétaire les aspects pratiques de la réalisation de l'évaluation. Voilà, la démarche d'évaluation. Après, je dirais, ça varie d'une société à l'autre. Mais ça fait partie des pratiques de bonne gouvernance. Donc, ça veut dire que ça devrait être un point à l'ordre du jour du conseil, annuellement, au moins de s'interroger sur son fonctionnement. D'accord ? Et ensuite, ça devrait également être une discussion au sein du Conseil et aboutir à une décision. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une auto-évaluation ? Est-ce qu'on fait une évaluation externe ? Dans ce cas, qui est responsable, etc. D'accord. Et pour le moment, à quel moment faut-il mener cette évaluation ? Est-ce que par exemple, si on attend qu'il y ait des dysfonctionnements au sein du conseil, c'est peut-être... Non, il ne faut pas attendre qu'il y ait des dysfonctionnements au sein du conseil, parce que si vous attendez qu'il y ait des dysfonctionnements au sein du conseil, c'est trop tard, je dirais. Vous voyez, non. C'est pour ça qu'on recommande qu'il y ait tous les ans une interrogation sur le fonctionnement du conseil, au sein du conseil, d'accord ? Et c'est justement lors de cette interrogation qu'on peut s'apercevoir qu'il y a un vrai sujet et que ce serait pas mal d'aller plus loin et de faire donc une évaluation externe, d'accord ? Et sinon, c'est bien de le faire tous les 3 ans. Bon, là par exemple, il y a une société, on devait travailler ensemble et finalement, ils ont eu successivement la démission de leur directeur général, et ensuite, pour des raisons familiales, de leur président du conseil, puisqu'ils avaient dissocié les fonctions. Bon, c'est évident qu'on n'allait pas faire une évaluation dans ce moment-là, où déjà il fallait qu'ils se restructurent. Donc on va la faire l'année prochaine. Vous voyez, bon. Donc après, c'est aussi à adapter à chaque société. Et est-ce que vous pensez que c'est la démarche d'évaluation
des conseils peut varier du type de société, c'est-à-dire entreprise privée ou entreprise publique. Alors non, normalement ça varie pas. Et d'ailleurs, on a réalisé des évaluations aussi bien pour des entreprises privées que des entreprises publiques en suivant la même démarche. Alors ce qu'il y a, c'est que nous en France, dans des entreprises publiques, on a parfois des salariés au sein des conseils. On en a aussi dans des entreprises privées, mais en tout cas dans les entreprises publiques, on en a souvent. Et puis on a des représentants de l'État actionnaire, etc. Donc forcément, la nature de l'évaluation est un petit peu différente. Mais la démarche, elle reste la même. Oui, après je vous donne. Quand on prend la décision de faire une évaluation interne du conseil, est-ce que le conseil peut demander au secrétaire du conseil de faire cette évaluation? Absolument. Mais le secrétaire du conseil, alors parce que quelquefois, c'est arrivé, on est allé dans des sociétés où le secrétaire du conseil faisait l'évaluation depuis 15 ans, mettons. Hein, bon. Et il voyait d'un mauvais œil arriver quelqu'un d'extérieur. Parce qu'il prenait ça comme voilà, c'est une diminution de ses prérogatives, etc. Et passé, je dirais, le moment d'amour-propre, parce que justement, il s'est aperçu qu'il y avait des choses qui étaient dites et qui allaient plus loin que ce qu'on avait pu lui dire à lui. Il s'est aperçu du bien fondé d'une évaluation externe. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes face à un secrétaire du conseil, que vous voyez régulièrement, peut-être depuis, vous n'allez pas lui dire Madame Machin ou Monsieur Machin, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, ou alors, comme je vous dis, en général, ils disent pas les noms, mais ils vont dire oui, alors l'administrateur qui est arrivé il y a 2 ans, vous identifiez très bien, ou oui, alors l'administratrice qui est de nationalité britannique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon. Il va pas lui dire ça, parce que il se dit, après, il va me voir comme celui qui a dit que. Bon, mais moi, il peut me le dire. Bon, moi, voilà, il me dit ça, je vais pas me dire à chaque fois qu'après, quand je le verrai, alors lui, il m'avait dit que, vous voyez ce que c'est ça. Oui. C'est pour ça que, est-ce que la personne la mieux indiquée pour faire une évaluation interne est le secrétaire de... Mais je vous dirais, il n'y a pas de personne la mieux indiquée. Parce que si c'est le président, souvent personne ne va pas oser dire véritablement ce qu'il pense, en tout cas certains, c'est sûr. Bon. Si c'est le président du comité des nominations, c'est pareil. Hein. Si c'est lui, par exemple, qui est challengé, vous n'allez pas lui dire le conseil il fonctionne bien, mais enfin bon, si vous n'étiez pas là, ça irait mieux. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est... C'est pas que c'est pas indépendant, mais enfin, c'est toujours le même problème. Quand vous avez quelqu'un que vous voyez quotidiennement ou très régulièrement dans des relations professionnelles, c'est toujours difficile de lui dire, voyez. Oui. Vous avez évoqué le cas de démission du DG et du président maintenant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de traiter le plan de succession? Alors justement, cette société-là que on devait réaliser, on a travaillé avec eux sur d'autres sujets de gouvernance, mais on n'avait jamais travaillé avec eux pour l'évaluation. Bon. Et théoriquement, ils avaient en place un plan de succession. Bon. Ils avaient en effet en place un plan de succession pour le président, qui finalement s'avérait ne pas marcher. Parce qu'un plan de succession aussi, c'est bien de le mettre en place, mais si vous l'avez mis en place il y a 5 ans, ce que vous aviez décidé il y a 5 ans, c'est peut-être plus valable 5 ans après. D'accord ? Donc ça aussi, la succession, c'est un point qui doit être annuellement débattu, vu en conseil. Et concernant la démission du DG, ils n'avaient pas de plan de succession, clairement. Et là, ils viennent de nommer un nouveau DG, ils n'ont toujours pas de plan de succession, clairement. Bon. Et ça, c'est sûr que si on avait fait une évaluation en amont, on l'aurait vu. Le cas serait beaucoup plus difficile pour les indépendants, parce que le vivier
est ce qu'il est. Il n'y a pas donc des indépendants partout. Par conséquent, mettre en place un plan de succession pour les administrateurs indépendants. Ah non, alors, non. Non, on met pas en place. Le plan de succession, il est en place en général vraiment pour le DG et pour le président s'il y a une cessation des fonctions. Uniquement. Ou quelquefois pour ce qu'on appelle les hommes clés, mais pas pour les administrateurs. C'est pas possible. Du conseil de surveillance aussi, c'est juste le président du conseil de surveillance ou tous les Non. Non. On a un plan de succession uniquement pour le président du conseil. Voilà. Du conseil et quelquefois aussi pour quand c'est des grosses sociétés pour les hommes clés. Ce qu'on appelle les hommes clés. Voilà. C'est la pratique en France. Mais je vais vous donner un exemple. Bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le PDG de Total est décédé accidentellement il y a 3 ans, je crois. Non bon. Il y avait un plan de succession chez Total. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il est décédé très tard le soir. Dans la nuit, il y a une réunion du conseil. Et le hasard faisait que le lendemain, le matin de la disparition du président, il y avait une réunion à l'Institut français des administrateurs dans laquelle j'intervenais, et il y avait notamment le secrétaire du conseil de Total qui revenait du conseil. Et ils se sont réunis dans la nuit, et donc c'est l'ancien PDG qui a repris le temps. Il y avait 2 successeurs en interne qui avaient été identifiés, donc qui ont été nommés directeurs généraux délégués, les 2. Et à la fin d'une période d'un peu moins d'1 an, finalement, il y en a un des 2 qui a été nommé DG, etc. Le plan de succession de Total, il était bien rodé, il était bien prévu, il a bien marché. Le cours de bourse, il y a eu 0 effet. Et Total, je peux vous assurer que c'est quand même l'une des plus grosses sociétés françaises en capitalisation, en hommes aussi, parce que vous avez des sociétés qui ont des très grosses capitalisations, mais où vous n'avez pas autant d'hommes, autant d'humains. Donc Total, c'est vraiment une très grosse machine à manœuvrer. Ça a marché de manière remarquable. Donc là, c'était extrêmement bien préparé. Vous avez des sociétés où c'est la catastrophe. Donc le plan de succession, ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Et en général, on dit, vous avez... donc je vous dis, il y a 2 choses. C'est que, c'est bien de le préparer à un moment donné, mais il faut qu'il s'étale dans le temps. C'est-à-dire que tous les ans, vous devez remettre ce point à l'ordre du jour. Et on a en général 2 personnes. C'est-à-dire qu'on a... avant, on parlait de la stratégie du bus, maintenant on va parler de la stratégie de l'avion. C'est quelqu'un qui peut immédiatement prendre la succession, mais vraiment immédiatement. Donc, vous voyez, dans la nuit, du PDG ou du directeur général. Donc quelqu'un qui peut opérationnellement prendre la direction de la société le lendemain. Et quelqu'un qui va prendre sa succession dans le plus long terme. C'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qui était identifié comme un des successeurs potentiels. Voilà. C'est vu les compétences. Bien sûr, c'est les compétences. Oui. Oui, et vous avez dans des sociétés familiales, justement, où si vous avez une disparition brutale, imprévue de quelqu'un, vous avez quelquefois quelqu'un qui va être nommé, qui est extérieur à la famille, qui est nommé, le temps que justement il y ait un membre de la famille qui soit suffisamment en âge ou suffisamment formé pour prendre la succession. Ça arrive de plus en plus dans des sociétés familiales où pendant quelques années on fait venir quelqu'un comme ça de l'extérieur qui va assurer la transition, qui va former aussi la personne à l'intérieur de la société de manière familiale, qui va être ensuite amenée à prendre la succession. Attendez, je donne la parole à madame parce que ça fait longtemps. Pour les administrateurs indépendants. Pour le secteur bancaire, donc il a émis une circulaire sur le rôle et les fonctions des administrateurs indépendants. Dans cette circulaire, il vient de définir que les administrateurs indépendants se chargent d'évaluation du conseil. Ils rapportent à Banque Maghreb un rapport détaillé. Oui. Annuellement, et en plus, il y a même des entretiens qui se font annuellement par Banque Maghreb sur les travaux des administrateurs, leur rôle, leur efficacité. C'est comme un diagnostic qui est fait par la Banque Maghreb. D'accord. Qu'en est-il de la rotation des membres du conseil? Quand on parle de rotation, c'est le président qui devrait en principe changer au bout
bout de 6 ans, après un mandat ou 2 mandats? Alors, bon, la rotation, alors il y a deux choses, c'est la rotation de la présidence du Conseil et la rotation des membres. Bon. Déjà, ce que l'on recommande, c'est qu'il y ait des renouvellements échelonnés, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas à un moment donné à renouveler tout votre conseil. Donc, vous renouvelez en général, je ne sais pas, on part d'un conseil de 10 personnes, vous renouvelez à peu près 3-4 personnes par renouvellement, si vous voulez. Donc, vous allez en renouveler 3 cette année, 3 l'année prochaine, 3 l'année suivante. Vous les renouvelez ou vous les... Attends, vous les renouvelez ou vous les reconduisez. Vous voyez ? Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne votez pas lors d'une même assemblée générale pour vos 10 membres. Parce que le risque, ça peut être de vous retrouver avec 8 nouveaux membres. Donc c'est très difficile pour un conseil. Vous voyez, c'est ingérable même. Enfin, bon, vous devez avoir une certaine permanence dans le voilà. Après, pour le président... Il y a des fois, il y a des restructurations qui nécessitent le changement carrément de nom. Ah, mais si vous avez... je vais vous donner le cas d'une société. Là, on a une société où il y a un changement d'actionnaire. Si vous avez un changement d'actionnaire qui finalement va acheter à deux actionnaires leur part. Donc, ils se retrouvent avec 40% du capital. Bon, déjà, les deux actionnaires qui avaient 20%, ils sortent du conseil. Et lui, il va nommer 3 administrateurs. En plus des renouvellements qui étaient prévus. Voilà. Oui. Rotation, cela veut dire sortie et rentrée d'un nouveau membre. Ça peut Non, rotation, c'est pas ça. Enfin, on parle de, c'est plutôt le renouvellement, ou je dirais, où on vote pour un nouveau mandat. Mais en tout cas, c'est une remise au vote. Voilà. Cette technique existe surtout dans certaines sociétés de forme coopérative mutualiste. Ils ont ce mécanisme de renouvellement du tiers chaque année. Oui. Comme ça, pour maintenir le noyau dur, si vous voulez, la compétence, on ne peut pas perdre. Ah, bien sûr, tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est une technique qu'on retrouve dans certaines banques mutualistes coopératives, d'ailleurs qui ont leur spécificité. Ah, mais c'est une bonne pratique de renouveler comme ça. Et dans la notion même d'indépendant au sein de ces de sociétés, et n'a rien à voir avec la notion d'indépendant d'une manière générale, parce que généralement c'est des membres de la coopérative, ils sont indépendants. Et la notion d'indépendance, on peut en discuter. Ah oui, ça on peut en discuter pendant des heures. Alors, j'ai une question concernant le processus. Est-ce que vous conseillez de mener cette évaluation d'une manière globale pour l'ensemble du groupe, c'est-à-dire en descendant sur toute la pyramide de la maison mère vers les filiales en un seul coup, ou bien on remonte, on commence par les filiales et là on termine vers la maison mère qui va faire une évaluation globale. Et qui c'est qui va... Est-ce que c'est le comité au niveau de la maison mère, le comité, pour notre cas, nous avons mis en place un comité éthique et gouvernance, séparé du comité de nomination et rémunération. Est-ce que ce comité peut, en principe, piloter toute l'opération? Est-ce que vous conseillez de commencer par le bas ou bien commencer par le haut? Alors, je pense d'abord que le comité, oui, il me semble tout à fait légitime pour piloter cette évaluation. Alors après, commencer par le bas ou par le haut. Je dirais que si c'est votre comité d'en haut qui va piloter l'évaluation, je pense que c'est important que les informations du bas lui reviennent. Donc, je dirais, il vaut peut-être mieux commencer par le bas. Et puis après, ça va permettre peut-être, justement parce que d'identifier d'éventuels dysfonctionnements qu'on va pouvoir faire remonter après à chaque fois. Donc je pense que c'est mieux de commencer par le bas et puis de faire remonter tout ça à votre comité qui va ensuite être en charge de faire un rapport global. Mais ce qui est important, c'est que l'évaluation qui aura eu lieu dans chacune des sociétés, le résultat soit communiqué aussi à la société et pas seulement tout en haut.
Parce qu'il faut que ce soit un exercice, c'est quand même, quelle que soit la forme, c'est un exercice pour le conseil. Donc pour le conseil de la société concernée, même si comme on est un groupe de sociétés, je comprends que c'est important pour le conseil de la société mère, mais c'est à la base quand même aussi important pour les différentes sociétés concernées. Oui. Pour compléter en quelque sorte le renouvellement donc, des membres du conseil d'administration, le Maghreb qui est précurseur en la matière, donc, il se penche actuellement sur la revue donc, la gestion des mandats des administrateurs à travers la limitation du nombre de mandats. Ah oui. Limitation d'âge, limitation également, et ils vont aller beaucoup plus loin pour féminiser en quelque sorte oui. le conseil d'administration. Pas féminisé, mais la parité. Voilà, la parité. Quand je dis féminiser, parce que Oui. le tour de table, il est... Alors, pour la... Mais il y a une... Hein? Non, pas encore, mais on est à l'écoute. Donc, probablement, donc, il y aura donc, une évolution réglementaire en matière. Mais à date d'aujourd'hui, il n'y a pas une limitation ni de mandat ni d'âge. Non, à date, non. La directive. Du nombre des mandats. Il n'y a pas de limitation, mais c'est le projet. C'est le projet, donc, Alors, bon, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on s'aperçoit deux choses. C'est que c'est vrai que vous avez besoin d'avoir des administrateurs qui ont du temps. Bon. Je vais vous donner bon, maintenant c'est un petit peu loin derrière nous, mais quand on a eu cette grosse crise financière mondiale, on en a tiré pas mal de leçons au niveau des conseils, notamment avec l'indépendance d'administrateurs. Bon, on dit il faut avoir des administrateurs indépendants, etc. Résultat, dans le conseil de Citibank, qui était composé que d'administrateurs indépendants, mais ils étaient tellement indépendants qu'il n'y avait plus de banquiers dedans. Et ils s'en étaient pas aperçus. Et ils s'en sont aperçus quand il y a eu la crise financière, où en fait, il n'y avait personne au sein du conseil qui connaissait le métier de banquier. Donc ça a été un vrai sujet. Bon. Donc c'est là qu'on s'est aperçu que l'indépendance, c'était les premières limites, si vous voulez, de l'indépendance. Bon. Maintenant, quand vous parlez d'indépendance, alors là, vous avez une unanimité parmi les administrateurs qui vont vous dire que l'indépendance, ça ne veut rien dire. Que l'indépendance, c'est véritablement un état d'esprit. Et vous avez en France, vous avez quelques administrateurs qui, justement, sont connus pour avoir des personnalités assez fortes et, justement, sont nommés parce qu'on sait que eux, ils seront capables d'avoir la personnalité pour s'opposer au président si nécessaire. Et quand vous discutez, je discutais il y a quelque temps avec l'ancien PDG d'une grosse boîte du CAC 40 qui est dans quelques conseils et qui dit, mais il dit, moi maintenant, à mon âge, il dit moi, ma carrière, elle est derrière moi. Il a 70 ans, il dit, ma carrière, elle est derrière moi, etc. Il est passionnant, enfin bon. Il dit, alors si je siège dans des conseils, il dit, je le fais volontiers et ça me passionne. Il dit, mais c'est pour pouvoir dire ce que je pense. Il dit, si à mon âge, je ne peux pas dire ce que je pense, non. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'indépendance, c'est pas seulement tick the box, c'est vraiment un véritable état d'esprit. Bon. Alors, ça c'était pour l'indépendance. Pour la féminisation. Donc en France, vous savez, on a une loi qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann, qui fait que d'abord pour les sociétés cotées et après ça va être pour les sociétés qui ont certains seuils, on doit avoir justement 40% de membres de chaque sexe dans les conseils. Et on a une société en France qui, elle, a 60% de femmes et 40% d'hommes. C'est Kering, le groupe de luxe, c'est Gucci, Stella McCartney, etc. Bon, eux, ils en ont fait plutôt un axe de pub. Bon. Cette question des quotas, comme on dit en France, elle a donné lieu à des discussions sans fin. Bon, comment elle est arrivée ? Elle est arrivée parce que il y a eu une mesure qui a été faite sur 4 ans.
Et donc, on avait à peu près 8% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés du CAC 40. Bon. Et en 4 ans, ça n'a pas bougé. Et il y avait d'autres pays, comme en Europe du Nord, par exemple, qui avaient déjà adopté les quotas. Bon. Et donc, le constat qui a été fait, et même par des femmes qui étaient contre les quotas, c'est de dire, si on ne fait pas quelque chose, ça ne bougera pas. Et donc, il y a eu cette loi, qui était portée donc par 2 députés, Zimmermann et Copé, qui a instauré d'abord 20% de femmes dans les conseils, et ensuite 40%. Bon. Quand vous discutez avec des administratrices, elles vont vous dire que nommer une femme dans un conseil, ça ne sert à rien. Parce que c'est la femme. Bon. Elles vous disent, il faut en fait qu'il y ait 3 femmes qui soient nommées dans un conseil. Un conseil, c'est 10-12 membres à peu près. Elle dit, il faut nommer 3 femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus vues comme les minorités, mais comme véritablement, elles sont intégrées, c'est un groupe. Et puis parce que 3 femmes, elles vont avoir aussi des compétences diverses. Donc elles vont prendre la parole à des moments différents. Elles vont être dans des comités, etc. Bon. Donc nous, en France, on a dépassé ce premier pas, si je puis dire, qui était d'avoir des femmes dans les conseils. Maintenant, on a des femmes dans les conseils. Donc maintenant, ce qu'on regarde, c'est les femmes qui sont présidentes de comités. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Et c'est aussi le cas, alors on s'aperçoit que vous avez notamment plusieurs femmes qui sont présidentes de comités d'audit. Pourquoi? Alors, parce qu'en France, quand vous êtes maintenant présidente de comité d'audit, et ça c'est des règles européennes qui nous ont été, que nous avons transposées, quand vous êtes présidente de comité d'audit, vous avez des responsabilités renforcées. Bon. Et donc, vous avez de moins en moins de volontaires pour être présidente de comité d'audit. Bon. Et pour certaines femmes, ça a été le moyen d'entrer dans un conseil, d'accepter de prendre la présidence d'un comité. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Et puis, ce qu'on regarde maintenant, mais il n'y a rien de formalisé. Parce que, pourquoi on a féminisé les conseils? Parce que les conseils, ils ont une existence juridique, légale. Donc, vous pouvez imposer des quotas. Mais le comité exécutif, ou le comité de direction, il n'a pas d'existence légale. Ce n'est pas un organe de gestion légale. Donc, vous ne pouvez pas imposer la féminisation dans ces instances dirigeantes. Donc, vous avez notamment un baromètre qui a été créé en France, donc par le secrétariat aux droits de la femme, pour mesurer, au-delà de la féminisation des conseils, la féminisation des instances dirigeantes et la féminisation des, je dirais, juste en dessous, si vous voulez, des cadres de haut niveau. Donc voilà pour un petit peu l'état des lieux où on en est en France avec cette féminisation. Autre effet de la féminisation des conseils que personne n'avait anticipé, c'est une ouverture des conseils. Et ça, c'est vraiment, je trouve ce sujet passionnant. Quand vous regardiez avant, donc je vous dis avant, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5-6 ans, quand vous regardiez la composition des conseils, vous aviez énormément de PDG, d'anciens PDG, de DG, bon, quelques directeurs financiers, mais bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'un PDG, il aime bien avoir dans son conseil un autre PDG. Et puis, vous avez donc les conseils qui ont dû se féminiser, et vous n'aviez pas évidemment autant de femmes PDG. Donc, il a fallu chercher d'autres profils. Et donc, vous avez vu arriver, justement, alors, aussi donc des femmes qui avaient des fonctions dans des sociétés, mais qui n'étaient pas forcément directeurs financiers, qui étaient directrices des ressources humaines, qui étaient ce qu'on appelle des N-2. Vous voyez, en dessous, souvent, elles siégeaient au COMEX, etc., mais elles n'étaient pas vraiment dans le top management. Donc, on a déjà vu, vous voyez, descendre un petit peu, ça. Et on a vu aussi arriver d'autres profils. On a vu arriver, par exemple, chez Danone, quelqu'un qui était professeur en médecine. Et c'est pas illogique, puisque Danone s'oriente de plus en plus vers ce qu'on appelle le médicalant, c'est-à-dire des aliments qui sont en même temps un petit peu des médicaments, etc.
Ou alors, on a vu arriver, vous voyez, des avocats, on a vu arriver des professeurs d'université, on a vu arriver des consultants, etc. On a vu arriver aussi des étrangers. Parce que, non pas parce qu'on n'avait pas assez de femmes en France, mais parce que quelquefois, et je pense à l'exemple d'une société qui est dans un domaine d'activité très technique, il n'y avait pas de femmes qui avaient l'expérience de ce domaine d'activité en France, mais dans un autre pays européen. Donc on a vu véritablement s'ouvrir les conseils. Et cette ouverture des conseils, elle ne s'est pas appliquée qu'aux femmes. Quand on regarde vraiment les profils, si on fait une radiologie des conseils cette année, ça s'est également appliqué aussi aux hommes. Vous avez de plus en plus de N-2 hommes qui siègent dans les conseils, ou d'hommes qui ont eu une expérience à l'étranger et qui ne sont pas forcément PDG ou DG. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, si vous êtes, peut-être si vous êtes l'une des 10 premières sociétés du CAC 40, vous allez pouvoir convaincre le PDG d'une grosse boîte américaine comme Coca-Cola de venir siéger à votre conseil. Mais sinon, si vous vous dites, moi, ce serait bien que j'ai une expérience aux États-Unis, vous avez peu de chances d'avoir le PDG de Coca qui va se déplacer 10 fois par an pour venir siéger à votre conseil, perdre une demi-journée, etc. Donc, du coup, on a vu arriver des personnes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des personnes de nationalité étrangère, mais qui avaient 20 ans, par exemple, d'expérience à l'étranger, qui avaient dirigé pendant X années la filiale étrangère d'une société française. Vous voyez ? Donc, cette féminisation des conseils a apporté l'ouverture des conseils. Et ça, maintenant, je pense que personne, ça ne viendra aider de personne, de remettre en cause la féminisation des conseils. Par contre, quelquefois, on me demande, surtout à l'étranger, on me dit, oui, mais alors si vous n'avez plus votre loi sur les quotas, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière, mais c'est vrai qu'on n'aura peut-être plus 40%. On pense, hein, je ne suis pas la seule à penser, on pense qu'on serait peut-être aux alentours de 30%. Donc c'est pour ça que, parce que l'une des recommandations des principes de bonne gouvernance de l'OCDE, c'est de dire les quotas, ça doit être temporaire. Ils ne sont pas contre les quotas, ils sont pour la féminisation des conseils, mais ils ne sont pas contre les quotas. Mais selon eux, ça doit être temporaire. Mais quand on a, nous, des discussions comme ça, on dit oui, mais si c'est temporaire, on risque quand même un petit peu de redescendre. Voilà. Oui. Notre cas, on a eu du mal à trouver des profils sur place de femmes administrateurs, parce que ça c'est une réalité. C'est la proportionnalité des CV que nous avons fait à travers des cabinets internationaux, la proportion des hommes par rapport aux femmes, à peine si on avait trouvé quelques profils. Bon, mais ça, je suis convaincue que vous allez en trouver de plus en plus. Et ça peut être aussi, je vous dis, un moyen d'ouvrir vos conseils. De penser à des compétences qui n'étaient peut-être pas forcément vos premières compétences. Ou avoir des compétences étrangères. Alors, je parle des étrangers. Non pas parce que je trouve que c'est formidable d'avoir plein d'étrangers dans son conseil ou que c'est très chic. Mais en France, vous avez évidemment des sociétés dont le seul marché est la France. Et dans ce cas, il n'y a pas forcément un besoin d'avoir quelqu'un qui a une expérience internationale dans son conseil. Mais je trouve que quand vous êtes une entreprise internationale, mais c'est pas que c'est utile, c'est indispensable. Indispensable. Et ça, avant la féminisation des conseils, je ne suis pas certaine, enfin plutôt je suis certaine que les sociétés n'en avaient pas pris conscience. Et alors elles nous objectaient des tas de choses. Elles nous disaient mais il y a la langue. Bon, alors déjà vous avez de plus en plus de personnes qui parlent anglais. Ça c'est une réalité. Et puis ensuite, vous avez aussi des systèmes de traduction qui maintenant sont extrêmement bien développés. Vous avez des traductions simultanées, etc. Donc je veux dire, ce ne sont pas des obstacles. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire passer très rapidement les slides. Comme ça, ça va peut-être susciter d'autres questions.
Donc, voilà ce que je mets ça. Pardon ? On aura droit à ce support. Oui, enfin, oui, bien sûr, oui. Donc, quelques points de méthodologie. C'est ce que je vous disais, c'est indispensable d'avoir un responsable en interne de l'évaluation. Pour savoir qui est en charge, d'accord ? Oui. Par rapport au conseil ou par rapport à la... Alors, en général, vous avez deux personnes. Vous allez avoir une personne qui va être vraiment la personne en charge, déléguée par le conseil, du suivi de l'évaluation. Et vous allez avoir quelqu'un dans l'entreprise qui va, je veux dire, pour des choses toutes bêtes, envoyer les questionnaires aux administrateurs, par exemple, s'assurer que nous, après, ils vont nous les retourner, etc. Et puis organiser les rendez-vous, par exemple. Voyez ? Donc on a besoin aussi du support interne, mais du support matériel, si vous voulez, en interne. Donc c'est ce que je vous disais aussi, avoir le maximum d'informations pour comprendre la gouvernance de la société. Et puis, évidemment, c'est ce que je vous disais, je vous dis une évaluation, la méthode, les principes sont les mêmes, mais il faut tenir compte, bien évidemment, des spécificités de la société, c'est-à-dire de sa structure juridique, de sa structure actionnariale, du nombre d'administrateurs indépendants ou de l'éventuelle nomination d'administrateurs indépendants, etc. Autre chose importante, c'est de faire un calendrier. Si une évaluation, ça doit se réaliser dans une période de, je dirais, 4 à 6 semaines. Entre le moment où vous lancez l'évaluation et le moment où vous rédigez le rapport. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans ce processus, alors c'est quand même, vous ne pouvez pas faire ça non plus en 15 jours, c'est pas possible. Déjà parce que vous allez rédiger le questionnaire, l'adresser aux administrateurs, attendre qu'ils vous le retournent, analyser les questionnaires, avoir les entretiens, rédiger votre rapport. Donc ça demande quand même matériellement un petit peu de temps. Mais il ne faut pas non plus qu'entre le moment où vous décidez de le faire et le moment où vous rendez votre rapport, il soit passé tellement de temps qu'on ne se souvient plus très bien pourquoi on avait décidé de faire une évaluation, enfin vous voyez, qui est une période de flottement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, dès le départ, avoir ce calendrier bien précis, date d'envoi des questionnaires, date de remise des questionnaires, organisation des entretiens et remise du rapport et présentation du rapport au conseil. Pour que ce soit bien cadré, et ça dès le départ. Oui. Quand on a un comité de nomination, c'est lui qui jouera le rôle de recevoir le rapport Alors en général, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un comité de nomination, vous allez lui présenter le rapport avant de le présenter au conseil. Mais quelquefois, c'est le même jour. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez des administrateurs, vous avez rarement des administrateurs qui sont tous, par exemple, à Paris. Donc, en général, les comités, ils se tiennent la veille ou, par exemple, le matin, etc. Donc, on fait en général une première présentation au comité des nominations. qui devra valider ou Non, juste à titre d'information. à titre d'information. Et après, vous faites une présentation au conseil dans son ensemble, qui souvent est plus succincte. Puisque le conseil, il a beaucoup de points à voir, donc c'est toujours le même principe. On va plus en détail en réunion de comité et un petit peu moins en détail en réunion du conseil. Bon. Quel sera le rôle du conseil par rapport à ce rapport ? Le rôle du conseil, c'est... alors, nous, après, dans un rapport, on donne des recommandations, on propose des recommandations. Le rôle du conseil, c'est théoriquement de s'interroger sur le rapport lui-même, sur le contenu du rapport, et de voir ce qu'il peut faire, de prendre des décisions, etc. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que ça dépend. Alors, vous avez des sociétés qui nous demandent de faire circuler le rapport dans les documents qui vont être envoyés aux membres. Bon. Donc... ils l'ont déjà lu avant qu'on fasse la présentation, donc ça suscite des questions, etc. Et puis vous avez des sociétés qui nous demandent de faire d'abord une présentation et ensuite de communiquer le rapport. Et après, justement, lors de la réunion du conseil suivante,
de venir avec des propositions. Voilà. On échange par exemple, entre les deux conseils, on va échanger avec le comité des nominations. Et lors du conseil suivant, on va proposer un certain nombre de choses. Voilà. Donc, on en a parlé, hein. C'est vrai qu'un bon support, c'est véritablement un questionnaire. Donc un questionnaire qui est le plus détaillé possible, mais en laissant beaucoup de place pour les réponses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit oui, non. C'est oui, non. Hein. Et puis après, laisser vraiment de la place pour que les administrateurs puissent s'exprimer. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, alors qu'on est quand même à une ère très, je veux dire, on a tous des tablettes, etc. Souvent, les questionnaires qu'on nous retourne, ils ont été remplis manuellement. On nous les envoie par scan, mais je veux dire, c'est 60-70% des questionnaires, oui, 70% des questionnaires que l'on reçoit, ils ont été remplis manuellement. Donc vous voyez, ça montre qu'il y a les administrateurs, ils se sont vraiment posés. Parce que vous écrivez pas de la même manière manuellement que quand vous pianotez sur votre tablette, où vous pouvez le faire un petit peu n'importe où. Moi, je dirais plus, il faut qu'il soit émargé par l'administrateur. Oui, oui, c'est ça. Quand je veux dire rempli, c'est... Voilà, vous avez... Et signé, hein. Ah bah oui, enfin bon, on leur demande pas on leur demande pas leur pièce d'identité avec pour vérifier. Mais... Non, mais je plaisante. Il y a un système de contrôle a posteriori. Si demain, la Banque centrale, je dis n'importe quoi, je prends le cas de la Banque centrale, s'il se penche sur la vérification du dispositif, il faut qu'on présente un dossier en bonne et due forme. Alors, je vais vous dire, on a beaucoup de discussions au niveau européen sur l'évaluation. Je vais vous donner deux exemples. Je vais vous donner l'exemple de l'Inde. En Inde, l'évaluation du Conseil a été rendue obligatoire par l'autorité des marchés boursiers. Voilà. Donc, et l'Inde, pourquoi? En Inde, vous avez beaucoup d'entreprises familiales qui ont souvent des structures de gouvernance impossibles, je dirais. Et pourtant, l'Inde a vraiment pris conscience qu'il va y avoir, c'est indéniablement une puissance économique, un vivier incroyable, hein, et je parle de cet exemple parce que ça vous intéresse, mais elle s'est aperçue aussi qu'il y avait un besoin de transparence, et que si ces sociétés familiales, elles voulaient aller plus loin, hein, même si elles sont prospères, si elles voulaient aller plus loin, et éventuellement un jour attirer d'autres actionnaires, elles avaient besoin d'améliorer leur gouvernance et être transparence. Bon. Et partant du principe que, parce que vous aviez même vous avez des sociétés cotées indiennes qui sont très, très, très opaques, donc partant du principe que si vous n'obligez pas, les sociétés ne font pas, dans toutes les mesures de gouvernance qu'elle a essayé d'instaurer, l'autorité de surveillance des marchés boursiers indienne a instauré notamment l'obligation de faire une évaluation du Conseil et de publier les résultats de cette évaluation. C'est-à-dire, ce n'est pas de publier le rapport, qui est vraiment un document confidentiel, qui est à destination du Conseil d'administration, mais de publier justement les axes d'amélioration, les recommandations qui ont pu être identifiées. Donc, vous voyez. Bon. Et ça, c'est pour vous donner un exemple. Et en France, donc nous, on est soumis à des dispositions qui sont des dispositions légales françaises, mais aussi des dispositions au niveau européen, hein, qui sont votées à Bruxelles et qui s'imposent après à nous. Pendant un moment, il était question de rendre publique la publication des rapports d'évaluation. Bon. Et puis, il y a des projets, hein, vous savez, c'est des projets de directives après qui circulent, qui donnent lieu à des discussions, etc. Et en fait, tout le monde a dit que ce serait plutôt contre-productif. Parce que dans ce cas, vous n'auriez plus des rapports, ou alors vous auriez deux rapports. Un rapport confidentiel et un rapport qui serait le rapport pour être publié. Parce qu'il y a des choses, évidemment, sur les fonctionnements du Conseil qui sont tellement confidentielles que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas les publier. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, ça reste quand même je veux dire, la transparence, c'est bien, mais la transparence, elle a quand même des limites. Elle a des limites parce qu'il faut que le Conseil puisse travailler efficacement, et puis elle a des limites aussi parce que vous avez des concurrents, et que les concurrents, ils n'ont pas besoin de tout savoir.
quelquefois on dit que c'est la force des sociétés non cotées, justement, c'est qu'elles n'ont pas à publier toutes les informations que doivent publier les sociétés cotées et qui sont des informations extraordinaires pour leurs concurrents. C'est la même problématique qui se pose pour les conventions réglementées aujourd'hui. Oui. Je pense que le problème ne se pose plus. Donc la loi sur l'ASA, elle est claire. Donc il faut qu'il y ait une publication oui. publique. Donc, oui. Alors, mais les conventions réglementées, je vais vous dire, c'est un sujet sans... Enfin, je pense que c'est un sujet, et alors là, dans tous les pays, c'est un sujet sans fin. Nous, on a revu notre système de conventions réglementées il y a quelques années, et pourtant, on se pose encore aujourd'hui des questions, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis posé la question récemment, parce que là, ça va être la période un peu des assemblées générales, et il y a une société qui me demandait si elle pouvait faire passer toutes ces conventions réglementées avec une seule résolution. J'irais, il y a 5-6 ans, elle ne m'aurait même pas posé la question. On faisait ça et pas de problème. Maintenant, ça ne se fait plus. Vous avez une résolution par convention réglementée. Donc, pour vous, en France. Et il n'y a pas d'obligation légale. Hein. Il n'y a aucune obligation légale. Donc, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, légalement, vous pouvez avoir une seule résolution et faire passer toutes vos conventions réglementées. Mais juridiquement, enfin, la pratique de place, maintenant, c'est pas la même chose que ce qui se fait légalement, c'est que vous avez une résolution par convention réglementée. Donc, vous voyez, et en gouvernance, la pratique est très importante. Donc, pour vous dire que finalement, la pratique est devenue plus exigeante que la loi. On peut renvoyer vers le site, parce que généralement, Ou vers le rapport des commissaires aux comptes. C'est ce qu'on fait en France souvent. On renvoie vers le... Vous avez un résumé, vous avez le détail souvent qui est dans le rapport des commissaires aux comptes. Pour le cas donc, du suivi donc, des travaux, des comités, donc la Banque centrale ici, donc, elle est très regardante en la matière. Et les deux, soi-disant, donc, les PV des différents comités font partie intégrante du rapport sur le contrôle interne. Ouais. On doit donc envoyer avant le mois de livre une fois par an. D'accord. Donc ils font partie intégrante des différents comités qui sont tenus devant le CNR aussi. Le CNR aussi. Le comité de D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Ok. C'est vrai que nous, on n'a pas ça. Nous, en France, le seul comité qui est obligatoire, c'est le comité d'audit. Le code de gouvernance recommande d'avoir un comité d'audit, un comité de nomination et rémunération, qui peut être le même comité, nomination et rémunération. Mais le seul comité qui est vraiment une existence légale, c'est le comité d'audit. Et si vous êtes alors, le comité d'audit, il traite des risques. Enfin, nous, en France. En France, dans l'émission du comité d'audit, il y a la gestion des risques. Ça, c'est pas discutable. Ça dépend de la taille. Ouais. Ils sont scindés. Oui. Pour les deux comités, comité d'audit et du risque, on peut les regrouper. Alors, en France, le comité des risques... Oui. Alors, en France, le comité de nomination et rémunération, il peut être séparé ou groupé, ça c'est comme vous voulez. Et le comité des risques, alors nous, il n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, il n'existe pas dans le code de gouvernement d'entreprise. Mais c'est vrai que maintenant, dans les banques et les compagnies d'assurance, vous avez un comité d'audit et un comité des risques. Mais ça, je dirais, c'est les exigences pures à la réglementation du secteur bancaire et du secteur financier. Voilà, exactement. Et vous aviez des sociétés qui avaient des banques qui, bien avant les obligations légales, avaient déjà constitué un comité des risques et un comité d'audit. Et en général, vous aviez au moins une fois par an, une réunion commune, comité d'audit, comité des risques, pour justement aller un petit peu plus loin ensemble. Oui, voilà. Où vous aviez en général un membre qui était commun, qui était à la fois membre du comité d'audit et du comité des risques. Comme ça permettait de suivre les travaux et, si besoin, de faire une passerelle. Pour la Banque centrale, même les responsables opérationnels,
partie risque et partie audit interne, il faut que leur nomination soit validée par le Conseil. C'est... Oui, oui, oui. Tandis que bon, en France, on n'est pas aussi loin que ça. Oui. Il y a des modèles de questionnaires d'évaluation qui sont disponibles en public. Alors moi, je n'en connais pas, mais peut-être en faisant des recherches sur Internet, vous en trouverez. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, un questionnaire donc à destination aux administrateurs et de tous les administrateurs, hein, pas juste etc., qui va porter donc sur la composition, hein, donc c'est le moment de s'interroger éventuellement sur une compétence qui manquerait, hein, ou de s'interroger aussi sur la féminisation, l'ouverture des conseils, etc. La préparation des séances, ça c'est important aussi. C'est-à-dire les documents qui sont remis aux administrateurs, l'information des administrateurs. Là aussi, souvent, l'évaluation, c'est le moment où, quand vous posez la question aux administrateurs, vous leur dites, et vous êtes satisfait des informations, ils vous disent, ah bah non, moi les dossiers, on me les envoie la veille. Bon. Il n'y a pas un délai idéal pour la présentation aux administrateurs du support de présentation avant la tenue du comité d'audit. Si, alors, avant la comité d'audit, je crois que c'est 2 jours, au moins 48 heures avant la... Bon. Mais si vous imaginez qu'on parle d'un conseil lambda, il y en a qui vous disent... bon, alors maintenant, je pense que ça disparaît de plus en plus. Et puis c'est vrai qu'avec tout ce qui est aussi tablette, etc., ça a facilité beaucoup l'accès à la documentation. Parce que, voilà, parmi les versions électroniques, vous avez beaucoup de conseils qui sont digitalisés. C'est-à-dire qu'on vous remet une tablette et avec ça, vous allez avoir tous les documents. Et ça vous permet aussi d'avoir la mémoire de vos documents. C'est-à-dire que vous n'avez pas non seulement accès aux documents du conseil, mais des documents d'avant. Et c'est extrêmement bien fait parce que vous pouvez aussi prendre des notes, vous voyez, annoter vos documents, etc. Mais souvent, les sociétés, elles laissent quand même le choix. C'est-à-dire que si les administrateurs demandent à ce qu'on leur envoie les documents papier, ils envoient aussi les documents papier. Et souvent, vous avez... Enfin, je crois que c'est vraiment encore une pratique très répandue. Lorsque vous arrivez sur place, hein, dans la salle du conseil, la plupart du temps, vous avez les documents papier qui figurent. Hein. Voilà. Au Maroc, il y a uniquement pour l'Assemblée générale qu'il faut envoyer tous les documents et mettre à la disposition donc, des actionnaires 15 jours après la tenue de la GO. Mais pour le reste, je pense que c'est régi au niveau des chartes. Oui. Les chartes Oui. de chaque comité, donc c'est elle qui spécifie donc, les dates d'envoi des documents, les dates d'établissement des PV. Et ce qu'on dit souvent aussi, c'est que être administrateur d'une société, ce n'est pas seulement assister aux réunions du conseil. C'est-à-dire, c'est toute l'année, vous êtes administrateur d'une société. Donc, ce que l'on demande aux administrateurs, c'est justement s'ils se trouvent suffisamment informés toute l'année de ce qui se passe dans la société. Vous voyez, si il y a par exemple, si on leur envoie des coupures de presse, etc., ce genre de choses. Ouais, alors ça, je vais revenir après. Mais je parle vraiment là de la documentation, vous voyez. Et ça aussi, c'est important. C'est pas seulement envoyer un énorme dossier avant le conseil, mais c'est aussi lorsqu'il y a des informations importantes, des communiqués de presse ou des articles de presse, des choses comme ça, les envoyer aux administrateurs pour qu'ils soient informés. Vous le dites aussi, il y a la formation. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le rôle de la société de mettre à disposition de ses administrateurs des formations. Et là aussi, ça a changé avec la féminisation des conseils. Pourquoi ? Parce qu'avant, vous aviez quand même des conseils qui tournaient beaucoup en rond. Et donc, vous aviez, quand vous êtes PDG, vous n'avez pas, que vous assistez, vous êtes nommé dans un conseil, vous n'avez pas besoin d'avoir une formation, puisque la pratique des conseils, vous la connaissez déjà depuis très longtemps. Mais quand vous êtes une femme, et ça n'a rien à voir avec un manque de compétences, mais si vous n'avez jamais assisté à un conseil, c'est important de savoir. Et si vous n'avez pas non plus de formation juridique, hein, c'est important justement que l'on explique bien ce que c'est que le rôle d'un conseil, comment ça se passe, quelle est aussi votre responsabilité en tant qu'administrateur,
hein. Si ça ne va pas, comment justement les actionnaires peuvent engager votre responsabilité, comment aussi au quotidien, quel est le rôle du conseil au quotidien par rapport à la direction générale, etc. Donc ça, c'est pour ça que c'est important. Et puis maintenant, on a notamment en matière d'audit, en matière en France de rémunération, des réglementations qui sont de plus en plus complexes. Et c'est important aussi qu'il y ait des formations sur des sujets spécifiques qui soient organisés par la société si les administrateurs en ont besoin. Voilà. Donc, voir le déroulement hein, des réunions, hein, c'est ce que je vous dis. Donc, les sujets traités, hein, c'est justement, ça c'est important, si les administrateurs ont le sentiment que tous les sujets sont débattus. Et c'est ce qu'on a eu le temps d'évoquer, hein, la qualité des débats, la contribution des membres, le processus. Il y a des conseils où on nous dit, mais le président ne nous donne pas la parole, ou en tout cas, il ne nous laisse pas suffisamment nous exprimer. Il y a un conseil, bon, c'est fait pour durer 3-4 heures. Si lui, déjà, il parle 2h30 ou 2h15, comment voulez-vous qu'on s'exprime? Vous voyez, ça aussi, ça fait partie des choses qu'il est difficile de dire à un président. Vous parlez trop. Nous, on ne peut pas parler. C'est plus facile de faire passer le message par quelqu'un de l'extérieur. Également le processus de décision, et ça c'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait des comités. Si vous trouvez que les travaux des comités permettent véritablement au Conseil de prendre sa décision. Et là, c'est ça aussi qui est important, c'est le fonctionnement du Conseil et des deux comités, les relations, hein, justement, entre les deux comités, les relations aussi avec la direction générale, parce que quand vous avez un PDG, bon, il va vous faire il va vous parler de son rôle en tant qu'opérationnel, mais quelquefois vous avez besoin d'avoir accès à des patrons de filiales, par exemple, ou à d'autres opérationnels. Donc ça aussi, c'est la facilité d'accès, la possibilité pour des personnes opérationnelles de venir en conseil et d'expliquer leur rôle, ou d'expliquer ce qu'ils font, surtout s'il y a des interrogations. Donc ça, on a eu le temps aussi de le voir, hein, c'est ce que je vous dis, c'est d'abord avoir des questionnaires. Donc les questionnaires, ça permet déjà de sensibiliser les administrateurs à cette démarche d'évaluation, et deux, pour nous, d'avoir une première appréciation, si vous voulez, du fonctionnement du Conseil et des comités, et d'orienter nos discussions, avoir déjà une première vision, si vous voulez, du fonctionnement du Conseil, et de voir déjà ce qui va et ce qui ne va pas. Après, donc, avoir justement ces entretiens, ce qui permet d'approfondir et de débattre ou de parler véritablement librement, hein, et de manière confidentielle avec les administrateurs. Et je le redis, il est important véritablement de rencontrer tous les administrateurs, d'avoir tous les administrateurs qui soient engagés dans ce processus d'évaluation. Ensuite, donc, il y a toute cette collecte, cette analyse des informations qui ont été reçues et qui vont permettre de mettre en évidence donc tout ce qui va bien et puis ce qui pourrait ensuite être amélioré, et à nous de faire des suggestions d'amélioration. Et donc, ce qui n'est pas le moins important, c'est la restitution de l'évaluation. Donc, c'est la rédaction d'un rapport avec une évaluation que l'on veut la plus précise possible, et je ne l'ai pas indiqué, mais qui est confidentielle. C'est-à-dire qu'on ne nomme jamais les administrateurs qui ont fait part de telle ou telle chose. Alors, la démarche que j'adopte, c'est que je mentionne vraiment dans le corps du rapport ce qui ressort par la majorité des administrateurs.
Bon. Si vous avez un administrateur qui est une voix complètement dissonante, qui a des recommandations ou des exigences très particulières, je peux le mentionner par exemple dans les points divers ou sujets évoqués, vous voyez, dans un paragraphe, mais ça ne va pas être le corps de mon rapport. Parce que il faut que ce rapport, c'est un document de travail qui sert à tout le conseil. Donc si vous avez un administrateur qui est vraiment la voix dissonante par rapport à tous les autres, en général, ça soulève d'autres sujets. Le fait que justement son intégration ou sa position dans le Conseil soulève un débat, mais ça a été évoqué c'est évoqué d'une autre manière. Mais je dirais les remarques qu'il a pu faire, elles vont pas figurer de la même manière que les remarques qui ont été faites par la majorité ou l'ensemble des administrateurs dans le rapport. Alors, quelquefois, ça arrive de mettre des verbatims, mais des verbatims anonymes hein, dans le rapport, parce que sinon, ça perd toute son utilité, enfin, toute cette démarche. Donc, et c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment un outil de travail ce rapport. C'est pas un jugement, c'est pas une évaluation dans le sens évaluation, notation. C'est vraiment avoir un document de travail et susciter des discussions, susciter des réflexions, suggérer des améliorations, des recommandations et ensuite essayer de développer des plans d'action et d'accompagner le Conseil dans la mise en œuvre de ces recommandations. Et ce qui est important aussi, donc, c'est de présenter les résultats de l'évaluation en Conseil pour aussi recueillir les réactions, susciter là encore des débats, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, remarques, suggestions, interrogations. Oui ? Dans le cadre de votre pratique d'évaluation, je suppose que vous vous basez certainement sur des référentiels. Donc j'aimerais bien avoir une idée sur ces référentiels. Est-ce qu'il s'agit des principes internationaux en matière de bonne gouvernance, notamment la recommandation de l'OCDE, ou bien c'est des référentiels internes que vous élaborez? Alors non, on n'élabore pas de référentiel interne, nous. Ce sont en effet les bonnes pratiques de gouvernance, donc au niveau international, et c'est vrai que les principes directeurs de l'OCDE et du G20, bon, c'est ce qu'il y a de plus fédérateur. Hein. Et puis après, nos codes de gouvernance, on a 2 codes de gouvernance en France. On a un code pour les grandes sociétés, côté, qui sont le code de AFEP-MEDEF, et on a un code pour les plus petites sociétés côté, qui est le code Middle Next. Bon. Et en fait, quand vous êtes une société familiale non cotée de petite taille, vous vous référez au code Middle Next. Quand vous êtes une société, je dirais non cotée, mais d'importance assez considérable, vous vous référez au code AFEP-MEDEF. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et vous avez donc, je pense que Lamia fera circuler la présentation, vous avez mes coordonnées, et puis si vous voulez venir me voir aussi maintenant, et n'hésitez pas donc à revenir vers moi pour toute question formelle ou informelle.